Bonjour à vous, deuxième round sur low code, no code, vibe code. Donc la précédente vidéo, on est rentré à fond dans les concepts, dans les termes. On a essayé un peu de montrer les caractéristiques, les limites, commencer à discuter un peu des mauvaises et des bonnes pratiques. Là, notre but, ça va être effectivement, comme on l'a dit la dernière fois, de s'appuyer sur des personas pour continuer à illustrer encore plus ces concepts. Jingle! Alors, on va essayer de regarder nos fameux profils, hein, nos fameux personas. Et puis, je vais déjà commencer par. On va faire connaissance là. Notre première persona, hein, c'est Nadia. Nadia, je la qualifierais de no-codeur ninja. Et, bon, elle n'a pas sa tenue de ninja, mais voilà. Elle fait quoi dans la vie? Elle est responsable marketing. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, elle n'est pas du tout développeur, hein. D'où le fait qu'elle s'intéresse au no-code, hein, puisqu'elle sait pas coder. Son problème, elle a besoin rapidement d'une page pour un événement. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'un peu événementiel, limité dans le temps, avec un formulaire d'inscription qui envoie une confirmation par mail. Et son service IT, il est débordé. Ça fait 4 fois qu'elle les sollicite, pas de réponse. Là, il y en a marre parce qu'elle, elle veut faire son événement, elle veut avancer. Elle le fait pour le bien de son entreprise. C'est quoi ses compétences? Elle comprend parfaitement son besoin métier. C'est une évidence, elle est extrêmement compétente sur son périmètre métier. Et puis, par les process, par les workflows, par les séquences, ça lui pose pas de problème. Au contraire, elle est assez familière avec ce genre de choses. Et puis finalement, il y a des amis qui lui ont dit, tiens, regarde, il y a des outils no-code, Card, Tally, on lui a parlé de Zapier, et puis elle s'y intéressait le soir, elle était tranquille chez elle à regarder. 2 heures après, après avoir quand même pris un petit peu de temps à découvrir les outils, c'est en ligne. Les limites, si elle veut une fonctionnalité très spécifique, par exemple rajouter des QR codes pour ses billets, pour ses différents billets, pour pouvoir identifier rapidement, bah là elle est bloquée, hein. Et puis en plus, sur le côté ninja, espérons que ce qu'elle a fabriqué, ça soit pas réutilisé, que ça devienne pas un outil à part entière, parce que sinon, où est-ce qu'il est hébergé? Là, il est hébergé sur. On sait même pas, on sait même pas gérer le contexte de sécurité. Et on va y revenir, hein, sur cette problématique de sécurité. Euh, Là, on a un problème, hein, usage de produits sans sourcing, sans licensing, sans risque, parce que peut-être qu'elle n'est pas familière avec les processus SAM. Sur ma dernière série de vidéos, ma dernière mini-série, on a parlé d'ITAM et de SAM. Bah oui, les gens qui bossent en IT, ils sont familiers à ce genre de choses, parce que ITAM, hein, IT Asset Management, donc les gens de l'IT le connaissent. Par contre, les gens du marketing, la notion même d'ITAM, je suis pas certain. Alors, on continue. Ah, le deuxième, il est intéressant. Léo, c'est un low-codeur leader, lui. Lui, c'est un workaholic, hein, c'est un travailloman, lui, hein. Analyse financier. Son problème, son équipe, elle perd des heures sur les tableurs Excel complexes et fragiles pour faire le suivi des dépenses. C'est un dieu d'Excel, pourtant, hein. C'est un vrai de vrai, c'est un pur et dur, comme tous les gens qui bossent dans la finance, hein. Ils parlent Excel cinquième dan. Puis c'est un carré, hein, le Léo, hein. Et du coup, il est très à l'aise avec la logique. Alors là, les macros Excel, les trucs super chiadés en VBA et tout, c'est pour lui. Un cador, c'est un cador. Et puis bah du coup, effectivement, hein, le scripting, ça lui fait pas peur. Et par contre, il veut sortir de ce Excel. Je fais une petite coupure. Excel, pour ceux qui me connaissent, pour moi, c'est la pire et la meilleure chose qui soit arrivée parce qu'effectivement, c'est un outil absolument formidable. Excel ou les outils de type tableur qui sont inspirés, notamment en open source, avec Collabora ou avec un LibreOffice ou un OnlyOffice. Mais par contre, le problème, c'est que mis dans certaines mains, c'est une catastrophe parce que ça devient un supplétif à des outils qui devraient être mis en œuvre pour améliorer encore plus les choses. J'ai fini ma petite aparté.
Alors lui, sa solution, bah, il utilise une plateforme low-code, hein, il a regardé Retool, Budibase, pour créer une application interne connectée à à une base de données. Ah, il sait se servir d'une base de données. Le pack office, il y avait à l'époque, il y avait Access dedans et tout. Il est familier avec tout ça, il a pas peur. Il y va. Il écrit, il sait un peu parler SQL. Le JavaScript, il le fait mal, mais il le fait. Et puis, bah, il s'en est servi pour faire ses petits calculs personnalisés. Voilà, il se débrouille. Le risque, c'est que, bah, comme il est encore tout petit peu plus compétent, bah, son truc, ça devient c'est chiadé, hein, ce qu'il a fait, hein. Ça marche bien, il y a des fonctionnalités. Ça s'est donc démocratisé. Il commence à y avoir pratiquement toute son équipe qui l'utilise. Et puis, bah, il change de poste parce qu'il est promu. Dans une autre filiale et tout. Enfin, il a un poste encore plus intéressant. On lui propose de la direction. Il s'en va. Et là, c'est le début du Shadow IT. On y reviendra. Ah, notre troisième profil. Alors lui c'est c'est un designer, un UX designer. Son boulot, c'est de fabriquer du parcours utilisateur et ainsi de suite. Puis bah, à chaque fois, il souffre un peu des interactions qu'il doit avoir avec les équipes de dev pour pouvoir aller au bout de ses concepts, hein, des idées qu'il a en termes d'expérience utilisateur. Et puis bah, des fois de temps en temps, il se dit tiens, j'aimerais bien me prototyper une petite interaction web un peu originale pour présenter au client. Il veut montrer tout de suite du sexy, il veut tout de suite montrer des choses un peu sympatoches. Bah lui, il est super bon pour décrire ce qu'il sait faire. Décrire une intention, une sensation, une vibe. Ouais, vous me voyez venir, hein. Euh, Ses solutions, bah, quand il a vu l'IA arriver, il s'est dit bah attends, mais ce truc-là c'est pour moi, c'est super sympa, ça va me faire gagner un temps fou, et puis en plus je vais pouvoir un peu faire plus de choses par moi-même. Et puis vas-y, parti, crée-moi un bouton qui au survol s'étire doucement et révèle une icône de fusée avec un effet de scintillement, enfin un truc un peu chiadé, graphique et tout. L'IA lui a pondu du code HTML, CSS, JS, il a foutu ça dans son navigateur, il a regardé, il fait bah ouais, c'est ça que je veux. Et bah, il est content, hein. Et puis du coup, bah, en termes de limite, le code qu'il a généré, il est pas peut-être pas. Ouais, il était super content sur le coup, mais tiens, il se dit tiens, je pourrais peut-être lui faire un machin. Il a fait trois quatre itérations. C'est parti en cacahuète rapidement. Et en plus, il n'est pas capable de le corriger par lui-même. C'est à un moment, là, il se dit ah bah non, je vais revenir sur la version précédente parce que là ça marche pas, quoi. Voilà, on a vu nos trois protagonistes. Et là, effectivement, attention, terrain glissant. On va tout de suite aller dans le vif du sujet, on va traiter des problèmes. Tout n'est pas rose au pays du clic. Et qu'est-ce qu'on peut souligner? Le premier, vous m'avez vu venir, le Shadow IT. Alors les applications critiques sont développées sous le bureau, voire carrément sur une solution qu'on a contractée sans prévenir les SAM, c'est encore pire là pour le coup, euh, par des gens du métier, comme chez Léo par exemple, alors là effectivement, mais même aussi chez Nadia parce que elle a fait ça en utilisant les applications qui sont même des fois blacklistées parce qu'elles sont trop dangereuses et qu'il y a un problème de confidentialité des données. Bref, on peut faire des choses. Normalement, les gens sont quand même un peu sensibilisés parce que la campagne de sensibilisation dans les entreprises, elle essaye d'être le plus globale possible parce que ce risque est très important. La dette technique cachée. Ah bah oui, là clairement, hein, une solution vite faite en no-code, ça peut devenir un cauchemar à maintenir ou à faire évoluer et ça fabrique de la dette technique. Je vous cache pas que je vais faire une vidéo complète sur cette bête innommable, immonde qui pourrit la vie de nos entreprises et qui pourrit la vie des services d'IT et des DSI, que peut être la dette technique. Donc elle va arriver, je ne sais pas encore quand, mais disons que j'y travaille déjà et forcément vous vous doutez bien, à un moment je vais parler de dette technique. La sécurité. Ouais, j'en ai parlé avec Nadia. Là, je reviens, hein, l'application de Nadia, est-ce qu'elle gère correctement les données personnelles? Est-ce qu'elle est installée sur une application qui ne revêt pas un risque majeur pour l'entreprise? Enfin, là, il y a un vrai problème. Et c'est peut-être, à mon avis, le plus gros problème de laisser se démocratiser le no-code ou le low-code de façon non contrôlée. Et puis, le dernier, c'est un classique d'Ultra Green, c'est le vendeur lock-in.
C'est-à-dire, effectivement, les solutions les plus performantes de nos codes, il y en a des excellentes en open source, mais il y en a aussi des très bonnes en logiciel propriétaire, et en plus, elles ont peut-être plus de force de frappe pour faire de la pub, pour être visible plus globalement. Et donc, effectivement, l'utilisation des plateformes no-code propriétaires, on en trouve. Et puis, en fonction de la capacité de financer eux-mêmes leurs projets des entités en question, elles peuvent très bien souscrire en se disant je mets ça dans mon budget projet, puis ça va passer. Et donc on fabrique du couplage avec une solution. Si là, par exemple la solution, elle est plus maintenue, l'atelier logiciel no code, enfin l'atelier no code qu'on utilise est plus maintenu, et tout ce qu'on a fait dessus, on le perd. Pareil pour du low code. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mesuré dès le début, parce qu'effectivement, le but du no-code, c'est d'aller vite. Mais quid de la scalabilité? Quid de la montée en performance et de la montée en utilisation et de l'augmentation des utilisateurs? Qu'est-ce qui va se passer quand on va monter en performance? Là, il y a deux schémas. Soit ça va pas bien marcher, ça va devenir catastrophique, soit ça va coûter de plus en plus cher. Et là, j'en reviens au sujet juste avant, sur le vendor lock-in. Et là, quelque part, faut faire attention parce qu'on peut avoir créé quelque chose qui est devenu indispensable. Et puis, pour le faire monter à l'échelle, et là, chling, on va passer à la casserole au niveau financier. Donc, c'est indispensable dans toute notre histoire sur le low-code et le no-code, ou le vibe-code, de parler du facteur humain. Notre objectif, je ne cherche pas à faire un déni d'existence et d'utilisabilité des solutions de no-code, low-code, vibe-code. Je cherche à sensibiliser et je cherche à expliquer le fait qu'il faut reconstruire des collaborations. Les métiers, en tout cas, moi, c'est ma certitude, c'est ma conviction personnelle, les métiers ne vont pas remplacer les développeurs. Mais par contre, effectivement, il y a une part de redistribution des rôles. Et effectivement, par contre, il y a certains profils de développeurs juniors, s'ils font pas l'effort de monter en compétences, oui, ils se condamnent. Mais c'est pas une redistribution des rôles. C'est une redistribution des rôles, pardon. Alors, les Nadia, hein, je vais nommer des citizen developers, ils gagnent en autonomie pour les besoins simples et rapides. Par contre, il faut qu'ils soient formés aux bonnes pratiques, et notamment et essentiellement sur les problématiques de sécurité, de conformité, de données, et ainsi de suite, et qui comprennent bien que ce qu'ils peuvent et ce qu'ils vont avoir le droit de réaliser, il va falloir effectivement qu'il y ait un contrôle sur ce genre de choses, qu'on sélectionne les solutions qui sont acceptables au niveau de l'entreprise, mais qu'en plus, peut-être, on fasse l'effort de les cibler sur des actions limitées dans le temps ou sur de la portée spécifique, voire personnelle, comme je disais. C'est-à-dire des outils qu'on ne va pas chercher à scaler, à faire monter à l'échelle. Léo et Victor, là, nos power users, eux, ils deviennent des ponts. Il faut qu'ils deviennent des ponts essentiels entre le métier et l'IT. Le but du jeu, c'est pas que les choses se fassent par l'opposition, c'est qu'elles se fassent dans la convergence. Et du coup, il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait une gouvernance sur ce qui est utilisable, pas utilisable. C'est valable aussi pour les citizen developers. Mais c'est indispensable. C'est-à-dire que oui, il faut créer de la proximité. Finalement, je suis en train simplement de parler de ce qu'on entend par l'agilité. Hein. L'agilité avait pour objectif de regrouper depuis l'utilisateur jusqu'au développeur. Là, on parle exactement de la même chose. Alors, les développeurs pro-code. Oui, j'insiste, ils vont pas disparaître. Parce que il faut pas ils vont peut-être être complètement dégagés d'une certaine partie d'activité que je qualifierais de chiante, de rébarbative, si je veux rester correct. C'est plus des faiseurs de formulaires. Leur rôle, il évolue déjà, il doit évoluer à la mise en œuvre de la vraie valeur, de la vraie saveur, du vrai truc en plus. La construction de briques complexes, API, système critique indispensable au fait que l'entreprise ait les meilleurs services, les plus performants à proposer, à façader à ses utilisateurs. La mise en place des plateformes de low-code et à la construction, à la fabrication des garde-fous, des gouvernances pour les utiliser, et puis à la résolution
souvent on entend le 99-1, je n'aime absolument pas cette notion de 99-1, c'est-à-dire ça marche bien 99% du temps et puis 1% du temps il va falloir un homme pour corriger. La réalité, c'est que c'est le 90-10. C'est-à-dire que dans la réalité, le low-code, ça marche plutôt pas mal. Et par contre, 10% du temps, il va falloir l'intervention de gens compétents, experts, pour que ça avance bien. Donc parlons du 90-10. La clé du succès, elle repose sur la collaboration et la confiance. Voilà pourquoi j'ai traité de ce sujet-là chez Ultra Green. Parce que la collaboration, la confiance, ce sont des éléments clés qui gravitent autour des concepts du collaboratif, de l'open source, de l'inner source et de l'agilité. Et effectivement, bah pour moi, c'est important de se dire attention, ne croyez pas que ma première vidéo aurait pu laisser penser que j'étais un détracteur du no-code ou du low-code. Non, je suis un partisan de la structuration de l'usage de ces solutions-là. Et aussi, quelque part, ma démarche est de se dire non, il ne peut pas y avoir du 100% de no-code. Non, il ne peut pas y avoir du 100% low-code. Non, il ne peut pas y avoir une approche où maintenant on est dans le déni de l'existence du no-code et du low-code. Mais il faut effectivement définir des règles et avoir les bonnes compétences dans l'entreprise qui vont permettre que ça fonctionne correctement. Alors, j'en reste là pour cette deuxième vidéo. Et puis, bah, forcément, je vais aller parler d'IA autour du no, du low et du vibe coding. Essentiellement autour du vibe coding, mais finalement, on voit aussi que derrière les plateformes no-code et low-code, une des parties de ce qui était automatisé, peut-être maintenant, est piloté par de l'IA. On va essayer de le découvrir. Et puis, du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.